Reconstitué travailla ensemble à enquêter sur Philippe Mercier. Claire, avec son expérience professionnelle à Paris, obtint des contacts détenant des informations sur ses affaires. Léa utilisa ses compétences en informatique pour rechercher des informations sur l'entreprise et trouver d'éventuelles irrégularités. François maintint un contact discret avec Amélie, la tenant informée des plans. Ce fut au cours de ses recherches qu'ils découvrirent quelque chose d'important. Philippe faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. L'affaire était classée confidentielle, mais Claire a obtenu l'information par l'intermédiaire d'un ami avocat. Si nous parvenons à obtenir des preuves de ces irrégularités, nous pouvons les utiliser contre lui, expliqua Claire. Mais comment allons-nous obtenir ces preuves? Demanda François. Amélie pourrait nous aider, suggéra Léa. Elle est à l'intérieur de sa maison. Elle doit avoir accès aux documents, aux ordinateurs, ce genre de choses. C'est trop risqué, protesta François. S'il découvre, je ne sais pas ce qu'il pourrait lui faire. Père, Amélie est déjà en danger rien que par sa présence là-bas. Au moins, elle aurait une vraie chance de se libérer. François appela Amélie ce soir-là et lui expliqua le plan. Elle fut nerveuse, mais accepta d'aider. Philippe garde des documents importants dans le bureau ici à la maison, dit-elle. Mais il verrouille toujours la porte quand il sort. Sais-tu où il range les clés? Il a un trousseau qu'il porte toujours, mais parfois il le pose sur la table de chevet quand il va dormir. Amélie, c'est très dangereux s'il découvre. François, je ne supporte plus de vivre ainsi. Je préfère prendre le risque en tentant de me libérer plutôt que d'accepter cette prison à vie. La détermination dans la voix d'Amélie convainquit François que le plan pourrait fonctionner. La nuit suivante, Amélie mit le plan à exécution. Philippe avait bu plus que d'habitude pendant le dîner et s'était couché tôt. Elle attendit d'être sûre qu'il était profondément endormi, puis prit le trousseau sur la table de chevet. Le bureau de Philippe était impeccablement organisé. Amélie photographia des documents, des contrats et des notes qui semblaient impertinents, restant attentive à tout bruit pouvant indiquer que Philippe s'était réveillé. Dans un tiroir verrouillé, elle trouva un dossier contenant des documents qui paraissaient particulièrement importants. C'étaient des contrats de sociétés écrans et des mouvements financiers suspects. Amélie photographia tout rapidement. Alors qu'elle remettait les documents en place, elle entendit des pas dans le couloir. Son cœur s'emballa. Philippe se réveillait et se dirigeait vers le bureau. Amélie éteignit la lumière, verrouilla le tiroir et se cacha derrière le rideau de la fenêtre. Philippe entra dans le bureau et alluma la lumière, regardant autour de lui avec méfiance. « Amélie » appela-t-il. « Tu es là ?» Elle resta immobile derrière le rideau, retenant son souffle. Philippe parcourut le bureau, vérifiant que tout était en place. Après quelques minutes qui lui parurent une éternité, il éteignit la lumière et sortit. Amélie attendit encore quelques minutes avant de quitter le bureau et de retourner dans la chambre. Elle avait réussi à obtenir les photos, mais savait qu'elle devait agir rapidement. Le lendemain matin, elle envoya les photos à François via une application qui effaçait automatiquement les messages. « J'ai réussi », écrivit-elle. « Mais je crois qu'il soupçonne quelque chose. » François montra les photos à Claire, qui les apporta immédiatement à son ami avocat. Les preuves étaient plus que suffisantes pour démontrer les irrégularités dans les affaires de Philippe. Avec cela, il peut être arrêté, expliqua l'avocat. Fraude fiscale, blanchiment d'argent, évasion de capitaux, ce sont des crimes graves. Et combien de temps faut-il pour déposer une plainte? Je peux tout préparer encore aujourd'hui. Le problème, c'est que lorsque la plainte sera déposée, il saura que quelqu'un a eu accès à ces documents. François comprit la conséquence. Amélie serait en danger dès que Philippe découvrirait la plainte. Nous devons la sortir de là avant de déposer la plainte, dit-il. Comment? La maison est surveillée en permanence. Ce fut Léa qui eut l'idée. Et si nous créions une distraction? Quelque chose qui obligerait les gardes à s'éloigner de la maison? Quel genre de distraction? Un incendie quelque part à proximité, ou un accident. Quelque chose qui leur ferait penser qu'ils ont des problèmes plus importants à résoudre. François trouva l'idée trop risquée, mais Claire soutint sa fille. « C'est notre seule chance de prendre Philippe au dépourvu, » dit-elle. Ils passèrent le reste de la journée à planifier les détails. François appellerait Amélie et lui demanderait d'être prête à fuir à une heure précise. Léa provoquerait un petit incendie sur un terrain vague près de la demeure, forçant les gardes à sortir pour vérifier ce qui se passait.
Claire resterait avec une voiture en marche dans une rue parallèle, prête à récupérer Amélie. À la nuit prévue, le plan fut mis en action. À 10 heures, Léa mit le feu à quelques branches sèches sur le terrain vague. L'incendie n'était pas assez important pour représenter un vrai danger, mais il produisit assez de fumée pour être remarqué. Comme prévu, les gardes sortirent pour enquêter. Amélie, qui attendait à la fenêtre, vit l'opportunité et descendit dans le jardin à l'arrière de la maison. François l'attendait de l'autre côté du mur. Il avait apporté une corde pour l'aider à descendre. « Allons-y » chuchota-t-il en la voyant. Amélie lança un sac à dos avec ses quelques affaires personnelles et descendit le mur. François la rattrapa lorsqu'elle arriva de l'autre côté. « On a réussi » dit-elle en l'étreignant. Ils coururent vers la voiture où Claire attendait. En quelques minutes, ils étaient loin de la demeure de Philippe. « Et maintenant » demanda Amélie lorsqu'ils se sentirent enfin en sécurité. « Maintenant, nous déposons plainte contre Philippe » répondit François. « Avec les preuves que tu as obtenues, il va devoir s'inquiéter de choses plus importantes que de te poursuivre. » Le lendemain matin, l'avocat de Claire déposa la plainte contre Philippe à la Direction générale des finances publiques et au parquet national. Les preuves étaient si claires que les autorités lancèrent une enquête immédiatement. Dans l'après-midi, Philippe fut arrêté dans sa demeure pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Son arrestation fut rapportée dans tous les journaux de la région. Amélie regarda les informations à la ferme de François, peinant à croire qu'elle était enfin libre. « C'est fini » dit François en l'étreignant. « Il ne dérangera plus personne. »« Comment puis-je vous remercier pour tout cela ?» demanda Amélie, regardant François, Claire et Léa. « Tu n'as pas à nous remercier, » répondit Claire. « La famille aide la famille. »« La famille ?» répéta Amélie, surprise. « Bien sûr, » dit Léa en souriant. « Tu fais partie de notre famille maintenant. » François regarda Claire qui hocha la tête. « Nous en avons parlé hier soir, » expliqua-t-elle. « Nous comprenons que vous vous aimez, et nous comprenons que l'amour véritable ne peut être forcé ni contrôlé. » Amélie resta sans voix. Elle avait passé des mois à fuir une famille qui voulait la contrôler et trouvait maintenant une famille qui l'acceptait exactement comme elle était. « Mais et vous ?» demanda-t-elle à Claire. « Vous ne voulez pas reconstruire votre mariage ?»« Nous voulons reconstruire notre famille, » corrigea Claire, « mais pas nécessairement en tant que mari et femme. 3 ans de séparation nous ont beaucoup changé. Nous sommes des personnes différentes maintenant. » François comprit que Claire était sincère. L'amour romantique entre eux s'était transformé en affection et respect mutuel, mais il n'y avait plus la passion d'autrefois. « Et tu es d'accord avec ça ?» demanda Amélie à François. « Je suis d'accord. Claire et moi serons toujours une famille à cause de Léa. Mais notre temps en tant que couple est révolu. Maintenant, nous avons une chance de recommencer, chacun avec sa propre vie amoureuse, mais toujours unis en tant que famille. » La solution était inhabituelle, mais elle avait du sens pour tous les concernés. Claire achèterait une petite maison dans la ville proche de la ferme, où elle pourrait travailler, et où Léa pourrait étudier. Les week-ends et jours fériés, elle resterait à la ferme avec François et Amélie. Léa partagerait son temps entre les 2 foyers, maintenant des liens solides avec ses 2 parents. Amélie, quant à elle, se sentait enfin libre de choisir sa propre vie. Et son choix était de rester à la ferme avec François, construisant avec lui une nouvelle histoire d'amour. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 6 mois plus tard, la ferme était méconnaissable. Amélie avait utilisé ses talents de couturière pour créer une petite entreprise de vêtements artisanaux qu'il vendait chaque semaine au marché de Lyon. François avait diversifié la production, incluant un potager bio qui fournissait des légumes aux restaurants locaux. Léa aidait les week-ends et était devenue une jeune fille plus confiante et heureuse. Claire, qui travaillait désormais comme gérante d'un magasin à Lyon, visitait régulièrement la ferme et entretenait une relation amicale avec Amélie. Toutes 2 avaient développé une amitié sincère, fondée sur le respect mutuel et l'affection partagée pour François et Léa. Ce fut lors d'une de ces visites que Claire apporta une nouvelle importante. « Philippe a été condamné à 12 ans de prison », annonça-t-elle. « De plus, tous ses biens ont été saisis par la justice. Il ne dérangera personne pendant longtemps. » Amélie ressentit un immense soulagement. Après des mois à vivre dans la crainte que Philippe ne sorte de prison et ne vienne la harceler à nouveau,
Elle pouvait enfin se sentir en sécurité. Et il y a une autre nouvelle, poursuivit Claire. Tes parents sont venus me voir au magasin hier. Amélie se raidit. Depuis qu'elle avait fui la maison, elle n'avait plus eu de contact avec ses parents. Que voulait-il? Te parler. Il semble que l'emprisonnement de Philippe leur ait fait comprendre qu'ils avaient été manipulés par lui. Tes parents ne sont pas de mauvaises personnes, Amélie. Ils ont simplement cru agir pour ton bien. Et que leur as-tu dit? J'ai dit que tu allais bien, que tu avais trouvé une famille qui t'aime vraiment, et que s'ils voulaient te parler, ils devraient respecter tes choix. Amélie resta pensive. Elle avait beaucoup regretté l'absence de ses parents durant tous ces mois, mais elle avait aussi bâti une nouvelle vie dont elle était fière. « Aimerais-tu leur parler » demanda François. « Je ne sais pas. J'ai peur qu'ils essaient de me convaincre de revenir à ma vie d'avant. »« Amélie, » intervint Léa, « tu n'es plus la même personne qui a fui la maison il y a des mois. Tu es plus forte maintenant, plus sûre de toi. Tes parents ne peuvent plus prendre de décision à ta place. » La sagesse de l'adolescente impressionna Amélie. Léa avait raison. Elle avait beaucoup mûri pendant ces mois à la ferme. « D'accord, » décida Amélie. « Je veux leur parler. Mais ici, à la ferme, je veux qu'ils voient la vie que j'ai construite. » Claire organisa la rencontre pour le week-end suivant. Les parents d'Amélie arrivèrent à la ferme un samedi après-midi, visiblement nerveux et mal à l'aise. Madame Monique Laurent était une femme de 50 ans, menue et aux cheveux grisonnants. Monsieur Jean Laurent avait l'air d'un homme travailleur, aux mains calleuses et au visage marqué par le soleil. Tous deux portaient leurs plus beaux vêtements, mais il était évident qu'ils se sentaient déplacés dans cet environnement. « Ma fille, » dit Madame Monique, en serrant Amélie dans ses bras, les yeux pleins de larmes. « Comme tu m'as manqué. »« Vous m'avez manqué aussi, maman, » répondit Amélie, émue. Monsieur Jean resta plus réservé, observant François avec méfiance. « Voici François Dubois, papa, » présenta Amélie. « L'homme qui m'a offert un refuge quand j'en avais le plus besoin. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit François respectueusement. « De même, » répondit Monsieur Jean, toujours méfiant. Ils s'assirent sur la véranda, et Amélie commença à raconter sa version des événements des derniers mois. Elle parla de sa fuite, de sa peur, de la façon dont François l'avait accueillie, sans poser de questions, de la nouvelle famille qu'elle avait trouvée à la ferme. « Ma fille, nous ne savions pas que Philippe était un homme si dangereux, » dit Madame Monique. « Il semblait être un bon parti pour toi, riche, accompli, influent. »« Mais vous ne m'avez jamais demandé si je voulais l'épouser, » répondit Amélie sans colère. « On ne m'a jamais demandé quels étaient mes rêves, ce que je voulais de ma vie. » « Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi, » Monsieur Jean se défendit. « Nous voulions que tu aies une vie meilleure que la nôtre. Papa, une vie meilleure n'est pas forcément une vie avec plus d'argent. Une vie meilleure, c'est une vie où l'on peut choisir son propre chemin et être heureux de ses choix. » Les parents d'Amélie restèrent silencieux, absorbant les paroles de leur fille. « Et tu es heureuse ici » Madame Monique demanda. « Très heureuse, maman. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, en faisant des choses qui ont du sens pour moi. »« Et tes projets pour l'avenir » Amélie regarda François avant de répondre. « François m'a demandé en mariage la semaine dernière. Nous allons nous marier le mois prochain, ici même à la ferme, avec une cérémonie simple. » Madame Monique fut de nouveau émue. « Ma fille va se marier, et je ne le savais même pas. C'est pour ça que je voulais vous parler. Je veux que vous fassiez partie de ma nouvelle vie, mais en respectant mes choix. » Monsieur Jean observa François pendant toute la conversation et s'adressa enfin à lui. « Tu aimes ma fille ?»« Je l'aime plus que tout au monde, » répondit François sans hésiter. « Et tu prendras bien soin d'elle ? Je la protégerai et la respecterai toujours. Et vous aurez des enfants. » Amélie et François échangèrent un regard. C'était une question qu'ils avaient récemment discutée. « Nous l'espérons, » répondit Amélie. « Nous voulons une famille nombreuse et heureuse. » Monsieur Jean hocha la tête. « Alors vous avez ma bénédiction. » Le soulagement fut visible sur le visage d'Amélie. Elle avait obtenu l'acceptation de ses parents pour ses choix. « Vous voulez rencontrer le reste de la famille ?» demanda-t-elle. « Le reste de la famille ?» Amélie appela Claire et Léa, qui étaient dans la cuisine à préparer le dîner. « Maman, papa, voici Claire et Léa, la première épouse de François et sa fille. Elles font aussi partie de notre famille. » Les parents d'Amélie furent surpris par cet arrangement familial peu conventionnel, mais Claire et Léa se montrèrent si accueillantes
qu'elles brisèrent rapidement toute résistance. Pendant le dîner, les deux familles firent plus ample connaissance. Madame Monique et Claire découvrirent qu'elles avaient beaucoup de choses en commun, et Monsieur Jean se reconnut dans la passion de François pour l'agriculture. « Vous pouvez venir nous voir quand vous voulez », proposa François. « Cette maison aura toujours de la place pour la famille d'Amélie. »« Et vous êtes les bienvenus chez nous aussi », répondit Monsieur Jean. « Peut-être pouvons-nous aider aux préparatifs du mariage. » Ce soir-là, après le départ des parents d'Amélie, la famille élargie se réunit sur la véranda pour parler des projets de mariage. « Je veux une cérémonie simple », déclara Amélie. « Ici à la ferme, sous l'arbre où François m'a trouvé ce premier jour. »« Ce sera magnifique », commenta Léa. « Je peux aider pour la décoration ?»« Bien sûr que tu peux. Tu as bon goût pour ces choses-là. »« Et je peux faire le gâteau », proposa Claire. « Je me souviens de la recette que ta grand-mère faisait, François. »« Ce serait parfait, » répondit-il, ému. Ils passèrent des heures à planifier chaque détail de la cérémonie. Ce serait une célébration intime, réservée à la famille et à quelques amis proches, mais chargée de sens et d'amour. Les semaines suivantes furent consacrées à des préparatifs intensifs. Amélie cousit sa propre robe de mariée, un modèle simple mais élégant en tissu blanc avec des détails en dentelle. François rénova toute la maison, repeignant les murs et réparant des détails qu'il avait négligés pendant ses années de solitude. Léa se consacra à la décoration, créant des arrangements de fleurs, des chants et des lanternes artisanales pour illuminer l'espace de la cérémonie. Claire testa plusieurs recettes jusqu'à obtenir le gâteau parfait. Les parents d'Amélie visitèrent la ferme à plusieurs reprises pendant les préparatifs, apportant leur aide quand ils le pouvaient et s'intégrant de plus en plus à cette famille non conventionnelle. La semaine du mariage, d'autres invités arrivèrent. Certains voisins de la ferme, des collègues de travail de Claire, et même l'avocat qui avait aidé dans l'affaire contre Philippe. La veille du mariage, Amélie et François marchèrent jusqu'à l'arbre où ils s'étaient rencontrés. « Tu arrives à croire qu'il y a un an tu étais ici toute seule, trempée par la pluie ?» demanda François. « Cela me semble une vie entière, » répondit Amélie. « J'étais une personne complètement différente à cette époque. Et moi, j'étais un homme amer et résigné à la solitude. Tu as complètement changé ma vie. Nous avons changé la vie l'un de l'autre. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant l'endroit où tout avait commencé. « François, as-tu des regrets à propos de Claire sur la façon dont les choses se sont arrangées ?»« Aucun. Claire et moi avons eu notre histoire, et elle était importante. Mais ce n'était plus notre époque. Maintenant, c'est notre époque. Et tu n'as pas peur que je te fuie aussi un jour ?» François sourit et prit les mains d'Amélie. « Non, parce que tu ne m'as pas fui. Tu as fui vers moi. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. » Le jour du mariage, Amélie se réveilla tôt et fut accueillie par Claire et Léa qui l'aidèrent à se préparer. Madame Monique était également présente, émue de pouvoir participer au mariage de sa fille. « Tu es magnifique, ma fille, » dit Madame Monique en ajustant le voile d'Amélie. « Merci d'être ici, maman. Je sais que ce n'était pas facile d'accepter mes choix. Ce qui compte, c'est ton bonheur. Et il est évident que tu es heureuse. » La cérémonie eut lieu en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes. Amélie marcha vers l'arbre décoré où François l'attendait, accompagné de son père, qui avait surmonté ses méfiances initiales. « Prends bien soin d'elle, » dit Monsieur Jean à François avant de lui donner sa fille. « Toujours, » promit François. Le prêtre de la ville voisine dirigea la cérémonie simple mais émouvante. Amélie et François avaient écrit leurs propres vœux, et chaque mot fut prononcé avec une profonde sincérité. « Amélie, » commença François, « il y a 1 an, quand je t'ai offert un abri, je n'imaginais pas que je t'offrais aussi mon cœur. Tu as apporté de la lumière dans ma vie sombre, de l'espoir à mon âme découragée, de l'amour à mon cœur vide. Je promets de t'aimer, de te protéger et de te respecter tous les jours de ma vie. »« François, » répondit Amélie, les larmes aux yeux, « quand tu m'as tendu la main ce jour de pluie, tu ne m'offrais pas seulement un abri contre la tempête. Tu m'offrais un abri contre la vie, un endroit où je pouvais être moi-même, où j'étais accepté et aimé exactement comme je suis. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de construire avec toi une vie pleine de sens et de bonheur. » Quand le prêtre les déclara mari et femme, tous les invités applaudirent avec émotion. François et Amélie s'embrassèrent sous le même arbre où ils s'étaient rencontrés,
maintenant décorée de fleurs et de rubans blancs. La fête fut simple mais joyeuse. Claire avait préparé un délicieux banquet avec des plats de la cuisine provençale et les invités dansèrent au son d'un accordéon joué par un ami de François. Pendant la fête, Léa s'approcha d'Amélie. « Je peux t'appeler ma reine ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr que tu peux. Mais pourquoi ma reine? Parce que tu n'es pas ma mère, mais tu n'es pas non plus seulement la femme de mon père. Tu es quelqu'un de spécial dans ma vie, qui m'a aidé à comprendre que les familles peuvent se former de différentes manières. » Amélie serra l'adolescente dans ses bras, émue par ses paroles. « Et tu peux m'appeler comme tu veux du moment que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, la famille se réunit une dernière fois sur la terrasse. « Nous voulons porter un toast, » dit Claire en levant un verre de jus de raisin. « À quoi ?» demanda François. « Aux familles qui se forment par amour, pas par obligation, au courage de recommencer, à la générosité d'aider des inconnus et à la sagesse de savoir que le véritable amour trouve toujours un moyen d'arriver. » Tous levèrent leur verre et trinquèrent. « À notre famille folle et merveilleuse », compléta Léa faisant rire tout le monde. Ce soir-là, Amélie et François restèrent seuls sur la terrasse, observant les étoiles. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Je pense à quel point le destin est étrange. Si je n'avais pas fui ce mariage arrangé, si tu n'étais pas passé sur cette route ce jour-là, s'il n'avait pas commencé à pleuvoir, tu penses que c'était une coïncidence? Non. Je pense que c'était ce qui devait arriver. Chacun de nous devait vivre tout ce qu'il a vécu pour être prêt à rencontrer l'autre. » François approuva. Son expérience avec Claire lui avait appris la communication et la flexibilité. L'expérience d'Amélie avec Philippe lui avait enseigné l'indépendance et le courage. Ils étaient de meilleures personnes grâce aux épreuves qu'ils avaient traversées. « Et maintenant, qu'allons-nous faire de notre nouvelle vie ?» demanda Amélie. « Nous allons être heureux. Nous allons fonder une famille. Nous allons nous occuper de la ferme. Nous allons vieillir ensemble. Nous allons faire en sorte que chaque jour en vaille la peine. » Cela semble un plan parfait. 2 ans plus tard, Amélie donna naissance à une petite fille qu'ils nommèrent Espérance. La maison qui avait été silencieuse si longtemps se remplit de rires et de pleurs de bébés. Claire devint la grand-mère adoptive la plus dévouée du monde, venant aider avec l'enfant dès qu'elle le pouvait. Léa, maintenant âgée de 17 ans, était une tante adolescente éperdument amoureuse de sa petite sœur. Les parents d'Amélie déménagèrent dans une petite maison dans la ville voisine, souhaitant être plus près de leur fille et de leur petite-fille. Monsieur Jean aidait François à la ferme chaque fois qu'il le pouvait, et Madame Monique passait des après-midi entières à enseigner à Amélie de vieilles recettes de famille. La ferme prospéra grâce au travail de tous. L'entreprise de vêtements artisanaux d'Amélie se développa et elle ouvrit une petite boutique en ville. François diversifia encore plus la production et obtint des contrats réguliers avec des restaurants et des hôtels de la région. Mais le plus important était l'atmosphère d'amour et d'union qui régnait sur la propriété. Il était courant que des visiteurs inattendus sachent qu'ils seraient toujours bien accueillis. La table de la cuisine était toujours mise pour une personne de plus et la maison avait toujours une chambre disponible pour qui avait besoin d'un abri. Un après-midi particulièrement beau, quand Espérance eut 2 ans, toute la famille était réunie sur la terrasse à regarder la petite fille jouer dans le jardin. « Tu sais ce qu'il y a de plus drôle dans toute cette histoire » commenta Claire. « Quoi » demanda Amélie. « Philippe a voulu te forcer à un mariage malheureux, et il a fini par être responsable de réunir 2 familles brisées. S'il n'avait pas acheté l'hypothèque de la ferme, peut-être que François et moi ne nous serions jamais retrouvés. S'il ne vous avait pas menacé, peut-être n'aurions-nous jamais découvert comment travailler ensemble. »« C'est vrai » approuva François. « D'une certaine manière, nous devons le remercier de nous avoir obligés à nous battre pour ce qui est important. »« Et qu'est-ce qui est le plus important ?» demanda Léa. « La famille » répondirent-ils tous en même temps, riant de cette synchronisation. Amélie regarda autour d'elle, observant chaque visage cher. François, l'homme qui lui avait offert un abri et de l'amour. Claire, la femme qui était devenue sa meilleure amie. Léa, la belle-fille qui était comme une petite sœur. Ses parents qui avaient appris à respecter ses choix. Et Espérance, la fille qui représentait un avenir plein de possibilités. « J'ai besoin d'amour et tu as besoin d'un abri » murmura-t-elle,
répétant les mots que François avait dits le premier jour. Et nous avons découvert que l'un n'existe pas sans l'autre, compléta François, enlaçant sa femme. L'amour est l'abri, balbutia Espérance, ses premiers mots surprenant tout le monde. À ce moment, avec le soleil se couchant derrière les montagnes et la famille réunie sur la terrasse, Amélie comprit qu'elle avait trouvé bien plus qu'un endroit pour se cacher de la pluie. Elle avait trouvé son véritable foyer, où l'amour n'était pas une imposition, mais un choix renouvelé chaque aube. La ferme qui avait un jour été symbole de solitude et d'abandon s'était transformée en symbole de la capacité humaine à recommencer, à pardonner, à aimer inconditionnellement et à construire des ponts là où il n'y avait que des murs. Et ainsi, sous le même arbre où tout avait commencé, la famille continuait de s'agrandir, prouvant que parfois il suffit qu'une personne tende la main pour changer à jamais le destin de plusieurs vies. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire d'amour et de dépassement. Croyez-vous que les familles peuvent se recomposer de manière non traditionnelle, comme ce fut le cas pour François, Amélie et Claire? Et laissez votre opinion sincère dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Merci de votre compagnie. Si cette vidéo t'a plu, dis-moi ton avis dans les commentaires, je lis tout. Et si tu veux voir la suite, abonne-toi et active la cloche. Les prochaines vidéos arrivent, et tu ne veux vraiment pas les rater.